Voici ce qu'il est allé faire en Angola. Il tourne le dos à Doha. Il refuse Faure Gnassingbé, qu'il a conduit lors de son dernier voyage à Kinshasa. Il rentre chez Lorenzo. Voici ce qu'il propose à Lorenzo. Il propose maintenant à Lorenzo d'appeler à un dialogue inclusif de tous les Congolais. Donc, il y a une année, il était ici. À Doha, il ne l'a pas fait aboutir. Il va aux États-Unis, ça n'aboutit pas. Il va maintenant chez les Émirats Arabes Unis. Et aujourd'hui, il tourne le dos. Quand vous l'entendez dire, oh non, les propositions sont... Quelles sont ces propositions? La proposition majeure de son séjour en Angola, c'est que l'Angola doit porter aujourd'hui l'initiative d'un dialogue inclusif, soi-disant sous comme format Sami City. L'Angola doit porter aujourd'hui l'initiative de ce dialogue-là. Et c'est ce qu'il est allé chercher en Angola. Quand vous entendez les gens dire, ah aujourd'hui il a accepté maintenant les dialogues, il a accepté maintenant les dialogues, il refuse l'option de la CENCO, il ne veut rien entendre, de l'ECC, voilà maintenant, Moutoyo. Non, le pays est vraiment dirigé par Mouzé Kindé. Mouzé Kindé. Non, le pays... Attends là-bas. Mouzé Kindé. Yeah. Moutoyo, non. Moutoyo, non. Moutoyo, c'est incroyable, du jamais vu. Donc, Aza tellement Mouzé Kindingu qu'il pense qu'il peut faire ça. Mokili Mobimba, Angola, Toro, Luanda, Toro, Doha, Toro, Nani, Toro. Héritier Watanabe. Donc, aujourd'hui, son plan, c'est d'amener l'Angola à un dialogue inclusif, un dialogue qui doit aboutir à un cessez-le-feu avec l'AFCM 23. Et l'AFCM 23, à ce moment-là, ne sera plus pour lui pris comme une entité à côté. Non, l'AFCM 23 doit venir participer à un dialogue global avec tout le monde. C'est ça l'idée. Mais c'est un malin en fait. C'est un... Bon, je ne vais pas dire le mot. Voilà. C'est un insensé qui croit être malin. Parce qu'en réalité, vous l'avez suivi avec Moïse Ozangi. Je vous l'ai diffusé. Je les rediffuse. Vous voyez, c'est une intelligence stratégique qui vous permet d'avoir à côté de vous un fond. Aujourd'hui, qui savait que les M23 allaient, quand ils ont pu ouvrir, ils avaient le vent à poupe. Hein? À l'heure où je vous parle, le petit message de Marco Rubio qui a dit « Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. » Je crois que on ne parlerait pas le même langage, il serait à Kalimi. Nanga a dit qu'ils ont été contactés par les États-Unis. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, à ce moment ici, on parlerait, il serait à Kalimi. Puisque, bon, je suis honnête de vous dire que sur la route, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir l'état de nous préparer ça dit pour le moment, ça veut dire que... C'est-à-dire, le Congo, pour le moment, le Congo ne compte que sur les États-Unis. Je ne dis pas, je ne dis pas ça. Mais donc, quand vous entendez Moïse Ozangi, aujourd'hui, ils se rendent compte que le Katanga est sur les viseurs de l'FCM 23. Parce que vous savez que ils ont fait du Katanga, réécoutez encore ça. Toute la menace de l'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi. Et nous veillons sur ça et nous pensons que ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Toute la menace de l'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi.
Et nous veillons sur ça et nous pensons que ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Voyez la logique en fait. Ici, vous avez entendu Moïse Nozangi vous dire que la route est vide. Donc aujourd'hui, le Katanga est sur le viseur de la FCM 23. Et d'ailleurs ici, rappelez-vous, si vous êtes des habitués de ces émissions, je vous ai toujours dit que le dispositif sécuritaire que M. Tshisekedi avait à Goma, il lui sera impossible de les reproduire dans un autre coin de la République. Impossible. Il y avait un arsenal impressionnant à Goma. Les Tanzaniens, les Sud-Africains, la MONUSCO, les mercenaires roumains, les FARDC, les Wazalendo, les FDLR, donc les Burundais. Il y avait à peu près près de 40 000 hommes seulement pour la petite ville de Goma. Il y avait un arsenal militaire impressionnant. Et c'est comme ça qu'il vous disait, lisez sur mes livres, mes lèvres, Goma ne tombera jamais. Il a dit ça. Ils prendront jamais Goma. Or, aujourd'hui, stratégiquement et même idéologiquement parlant, ils ne peuvent plus reproduire la même résistance ailleurs. Comment expliquer aux FDLR qu'ils doivent quitter l'Est de la République pour venir combattre dans les rangs des FARDC à Kolwezi et à Kalemi? Comment déplacer les Wazalendo, des petits voyous des Wazalendo, qui n'ont aucune idéologie militaire en réalité, qui se battent pour des enjeux qui n'ont rien à voir avec la défense de la patrie et avec l'éthique et l'idéologie militaire? Comment prendre ces gens-là et venir les amener à Kalemi, à Kolwezi, à Lubumbashi pour défendre? Les Sud-Africains sont morts, ils sont partis. Les Tanzaniens sont partis. Les Burundais aujourd'hui, ils ont eu la facilité parce que Bujumbura, c'est à 20 km d'Uvira. Ils avaient une base arrière chez eux, ils pouvaient bombarder à partir de chez eux. Mais ils n'ont pas réussi à protéger ces endroits-là. Donc, Goma est tombé malgré cette concentration militaire. Il n'y aura plus une autre résistance plus importante que ce qui s'est passé à Goma. Donc ces stratèges lui ont fait remarquer. Rappelez-vous, lorsque Bunagana tombe et que ces gens avancent vers Rumangabo, Ruchu, Masisi, etc., le plus avisé dont Vital Kamerhe, vous pouvez tout lui reprocher, Kamerhe l'a approché pour lui dire non, la situation est très compliquée, organisons-nous pour négocier, parce que en réalité, c'est le vieux Mbanda qui le disait, de deux choses l'une, soit nous avons la capacité d'affronter ces gens militairement, soit nous savons, nous sentons nous-mêmes que nous n'avons pas le poids, nous ne faisons pas le poids devant eux, donc il faut négocier. On n'a pas de choix. Mais déjà, à partir de Bunagana, lui n'avait pas compris qu'il fallait absolument négocier. Il a laissé les gens mourir à Goma, à Bukavu, etc. Et aujourd'hui, on lui amène la même réflexion pour lui dire, faites attention. Vous croyez que les Américains vont arrêter? Vous avez cru que les Américains allaient intervenir, ils ne sont pas intervenus. Aujourd'hui, Kalemi est sur le viseur de l'ennemi. Donc, il faut absolument organiser une situation, un vrai dialogue pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Mais comme il est irresponsable, il pense rouler tout le monde, il choisit une autre voie, les voilà maintenant à Luanda, en Angola. Quand il vous dit que les propositions intéressantes ont été faites, en réalité, il a demandé au président angolais, Joao Lourenço, de pouvoir l'aider à porter ce dialogue inclusif qui inclurait à la fois Kabila et les autres à l'intérieur. Et, pour information, après lui, l'Angola a reçu Kabila qui n'est pas parti. Mais caméras sont formelles. Kabila a envoyé certains de ses émissaires. J'ai appris que les émissaires de Kabila étaient partis là-bas. Est-ce qu'il faut que je les cite? Je sais que le vieux Raymond Chibanda est parti représenter Kabila en Angola avec une autre personne pour écouter les propositions de l'Angola dans le cadre du dialogue accord inclusif. Et le M23 vient de publier via ses canaux officieux qu'il n'est pas d'accord. J'ai même vu Steve Wemby publier un tweet qui m'a fait rire. Dans le tweet, il cite
un haut cadre du M23 qui dit « Nous avons scellé un mariage en public à Doha, devant les invités, et aujourd'hui, on nous amène à l'Angola. Bien avant que nous allions en Angola, il faut d'abord que l'on signe un divorce avec Doha. » C'est une manière ironique de dire que le M23 n'est pas preneur dans cette histoire d'Angola. Une autre personne qu'on ne pourra difficilement, je ne l'ai dire jamais, mais bon, on est en politique, on ne peut pas utiliser jamais, jamais en politique. Une autre personne, une autre tête dure qu'on ne pourra jamais amener, pas jamais, difficilement ou presque, de manière impossible, avoir un tête-à-tête avec Tshisekedi, c'est Kabila. C'est Kabila. On ne pourra pas amener Kabila à s'asseoir autour d'une même table avec Tshisekedi. Kabila ne l'acceptera pas. Et Tshisekedi sait que Kabila ne l'acceptera pas. Je crois que c'est le message que Kabila a fait passer à Lorenzo via ses émissaires. Parce que Lorenzo a commencé des consultations. Lorenzo a commencé des consultations pour amener les gens autour d'une même table. Mais Kabila, je ne le vois vraiment pas aller dans un dialogue avec Tshisekedi. Parce qu'il ne croit pas en Tshisekedi. Et je ne vois pas non plus les M23 qui ont fait 6 mois en train de se faire rouler à Doha, là-bas, croire que Doha a échoué, c'est aujourd'hui l'Angola qui va faire aboutir quelque chose. Donc on est dans une sorte d'impasse. Et c'est ici l'idée, justement, de la création en perspective de ça, de ce que j'ai appelé les FCC républicains. Sortir Kabila comme un haineux, comme un homme qui, voilà, qui ne veut pas, qui est de mauvaise foi. Attirer un gros poisson, le patron du parti de Kabila comme Shadari, le convaincre, lui donner un poste et lui faire porter la responsabilité de ces débauchages qu'on a appelés FCC républicains. Pour que si Kabila ne vient pas au dialogue, Shadari portera la délégation comme FCC républicain. D'où la fausse arrestation de Shadari, les faux enlèvements. Je ne comprends pas pourquoi les gens du Maniema, certains, je ne dis pas tous les Maniema, il y a des gens qui sont là, qui aiment bien se vendre en petit monsieur, hein, qui aiment bien se vendre en petit monsieur, aller lécher les bottes de certaines de leurs chefs ou comme ça. Bon. Il est arrivé que certains soient du Maniema, mais aujourd'hui, au Maniema, le grand leader, c'est Matata Ponyo. Ça, c'est clair. Le leadership aujourd'hui au Maniema, incontesté. C'est Matata qui est incontestablement le grand leader de Maniema. En termes de popularité, en termes d'aura aujourd'hui, Shadari Yakopouza Nana Matata Maniema. Donc, bon Matabo qui t'a le leadership du Maniema aujourd'hui, le Maniema respire, le Maniema est incarné par Augustin Matata Ponyo. Je referme vite la parenthèse. Donc, c'est ça l'idée de cette fausse arrestation-là. Même si les gens sont en train de s'agiter, alors que moi, je n'ai jamais dit que Shadari avait accepté ça. Et je précise ici, ce que j'avais dit hier, je le confirme, Shadari a quitté avant-hier la nuit, l'hôtel Bellevue, à Zana, Ndakumoko, côté à mosquée à GB, en face à Itex Afrique. Je l'ai encore vérifié aujourd'hui, il est déjà là-bas. Donc, Kabila n'acceptera pas ça. Kabila ne va pas accepter ça, et Nanga ne va pas accepter ça. L'objectif ici de Tshisekedi est de gagner le temps. De gagner le temps. Je vous ai toujours dit que Tshisekedi avait 2 stratégies. Une stratégie, le plus important pour lui, c'était d'internationaliser ces conflits. Refuser qu'il y ait une part des responsabilités congolaises dans le conflit que nous avons dans l'Est de la République aujourd'hui. Pour lui, le Rwandais. Pourquoi? Parce que l'internationalisation, l'extériorisation du conflit dans l'Est de la République a pour objectif de l'aider à camoufler sa propre responsabilité. Parce que cette guerre lui permet, lui et moi, son incompétence, la désorganisation de son armée, la déstructuration de l'État. L'État est par terre aujourd'hui, l'État n'existe plus dans ce pays. Mais il ne peut pas dire que c'est une affaire congolaise, non.
Il faut rejeter la barre dans le camp des autres. C'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Et comme on est épidermique, et surtout quand on cite le Rwanda, ça lui donne une sorte de paix, et ça l'exonère de sa responsabilité, alors que c'est lui, la base de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est le premier élément. Le deuxième élément, Tshisekedi a toujours voulu gagner du temps. On va internationaliser cette affaire. Et c'est pour ça qu'il est allé sacrifier tout au niveau des États-Unis d'Amérique, croyant que l'Amérique va convaincre le Rwanda à arrêter le soutien au M23 au cas où il s'avérait que c'est le Rwanda qui soutenait le FCM23. Et que lui, dans ses chaînes de passe-passe, il pensait écraser le FCM23. Comme ça, il va changer la constitution, il va rester éternellement. Ou alors, il est hors de question d'aller dans un dialogue avant 2027 ou 2028. Parce qu'aller dans un dialogue aujourd'hui, de manière inclusive et indépendante, aura pour conséquence première le respect de la Constitution. C'est-à-dire qu'on va verrouiller le mécanisme en disant 2028 ou 2028, on doit organiser les élections dans 2-3 ans. Organiser les élections aujourd'hui voudrait dire que monsieur ne va pas se représenter. Oh, donc, ils sont devenus au Bango addicted. Une sorte d'addiction, il y a Mouyib, il y a Bongo, il y a Mitambola Tabola. Donc, il faut pousser au maximum. Si on réussit à gagner la guerre, on modifie la Constitution. Au cas contraire, on va se taper jusqu'en 2028, le temps pour nous de finir ces vrais faux mandats, ce vrai faux deuxième mandat. Et à partir de là, on peut accepter de discuter et avoir une sorte de rallonge de 2-3 ans, continuer encore à voler et à détruire le pays comme ça s'est fait. Donc là, il est dans une manœuvre parce qu'il sent le feu venir dans l'Est de la République et qu'il comprend effectivement qu'aujourd'hui, le Katanga est dans les viseurs. Et je viens de vous diffuser Eddie Capen. Il y a une chose qu'ils ne peuvent pas accepter aujourd'hui, c'est la chute du Katanga. Parce qu'aujourd'hui, Katanga est à Moyibi. Le Katanga est la première victime de ce régime. Moyibi, Bakeikos, ils pillent au Katanga, ils imposent une domination kassaïenne au Katanga.